Jean Dupont, un homme brisé, un chien mystérieux et un enfant perdu dans la plus terrible tempête de neige du siècle. Que feriez-vous lorsque l'instinct animal est le seul espoir? Aimez, partagez et activez la cloche car cette histoire vraie va changer à jamais votre perception des animaux. Le vent tranchait comme des lames invisibles en ce après-midi de décembre lorsque Miguel Martin posa le pied pour la première fois dans le cimetière de la colline après 3 ans d'auto-exil. La neige tombait en flocons épais, ressemblant à des larmes gelées du ciel gris, et le silence était si profond qu'il pouvait entendre son propre cœur battre contre ses côtes. À 35 ans, Miguel portait sur ses épaules le poids d'une culpabilité qu'aucune tempête de neige ne pouvait ensevelir. La pierre tombale de marbre noir devant lui portait 2 noms gravés en lettres dorées que le temps commençait à effacer. Elena Martin, sa sœur cadette, et Pierre-Henri Martin, son neveu de 7 ans. Tous deux avaient péri dans cet accident, de voiture sur une route verglacée. Un accident qu'il aurait pu éviter s'il n'avait pas insisté pour qu'Elena attende le passage de la tempête avant de voyager pour lui rendre visite. C'est alors qu'il l'entendit. Un aboiement mélancolique, presque musical, résonna entre les rangées de tombes couvertes de neige. Miguel leva les yeux embués de larmes que le froid transformait en cristaux et aperçut la silhouette sombre d'un chien à quelques mètres de là. L'animal avait un pelage noir comme du charbon, avec quelques mèches grises qui suggéraient l'âge et la sagesse. Ses yeux bruns fixaient la même pierre tombale que Miguel, comme s'il pleurait aussi ceux qui reposaient là. L'homme sentit un frisson le parcourir, qui n'avait rien à voir avec le froid. Il y avait quelque chose de troublantement humain dans la posture de l'animal, dans la façon dont il inclinait légèrement la tête, comme pour rendre hommage aux morts. La petite ville d'espoir se blottissait entre des montagnes couvertes de chênes centenaires, un lieu où l'hiver durait 6 mois et où les gens croyaient encore aux présages et à la voix ancestrale de la montagne. Miguel y avait grandi, connaissait chaque sentier, chaque grotte, chaque secret que les pentes gardaient. Mais après l'accident, il s'était isolé dans sa cabane aux limites de la forêt, se transformant en reclus que les enfants de la ville désignaient avec peur lorsqu'ils le voyaient faire ses rares incursions au marché local. Il travaillait comme garde forestier, un poste qui lui permettait de passer des journées entières seul parmi les arbres, où le silence n'était interrompu que par le bruissement des branches et le chant occasionnel d'un oiseau résistant au froid. En ce premier après-midi au cimetière, le chien garda une distance respectueuse, mais Miguel remarqua qu'il revenait chaque fois qu'il visitait les tombes. C'était comme s'il partageait un horaire de deuil non convenu. Le chien ne s'approchait jamais trop près, ne demandait jamais de nourriture ni d'attention. Il restait simplement là, assis sur ses pattes arrière, le museau pointé vers le ciel comme s'il reniflait des souvenirs dans le vent glacial. La routine s'établit naturellement au cours des semaines suivantes. Miguel arrivait vers 15 heures, lorsque le soleil d'hiver commençait sa descente précoce derrière les montagnes, et le chien était déjà là, attendant comme un vieux ami silencieux. Ce fut un de ces après-midi que Miguel décida enfin de parler à l'animal. Les mots sortirent tremblants, gelés par l'air froid et le manque de pratique à converser avec un autre être vivant. Il parla d'Elena, de la façon dont elle adorait les animaux et avait toujours voulu avoir un chien, mais n'avait jamais pu le faire parce que leur père était allergique. Il parla de Pierre-Henri, qui, à 7 ans, montrait déjà le même amour pour la nature qui caractérisait la famille Martin depuis des générations. Le chien écouta avec une attention qui frisait le surnaturel, ses yeux ne quittant jamais le visage de Miguel, comme s'il comprenait chaque syllabe chargée de douleur. Lorsque l'homme se tut enfin, épuisé par cette catharsis inattendue, l'animal s'approcha pour la première fois. Ses pas étaient des prudents sur la neige, laissant des empreintes profondes qui semblaient marquer un chemin entre 2 mondes, celui des vivants et celui des souvenirs. La main de Miguel trembla lorsque le chien frotta son museau humide contre sa paume. Le contact était chaud, réel, tangible d'une manière qu'il avait oublié que les choses pouvaient l'être. Pendant 3 ans, il avait vécu comme un fantôme, traversant les jours sans vraiment les toucher. Mais là, dans ce cimetière couvert de neige, avec un chien inconnu offrant un réconfort silencieux,
quelque chose en lui commença à fondre comme de la glace sous le soleil du printemps. L'animal avait une vieille cicatrice qui traversait son museau, et ses yeux portèrent la sagesse de celui qui a déjà vu beaucoup de cruauté et de bonté dans le monde. Miguel se demanda quelles histoires ce chien pourrait raconter s'il avait une voix. La tempête de neige arriva sans prévenir ce soir-là. Miguel venait de rentrer dans sa cabane lorsque les premiers flocons commencèrent à tomber avec une intensité qui annonçait une tempête. Le vent hurlait entre les chênes comme un cœur d'âme en peine, et la température chuta si rapidement que le thermomètre sur le balcon se brisa. Il préparait son dîner solitaire de soupe en conserve lorsqu'il entendit les aboiements. Aigus, insistant, désespéré. C'était le chien du cimetière, arrêté à la limite de la clairière où se trouvait la cabane, son pelage noir presque invisible contre l'obscurité, sauf pour les yeux qui brillaient en reflétant la lumière de la fenêtre. Miguel ouvrit la porte et le vent faillit la lui arracher des mains. Le chien aboyait frénétiquement, courant quelques mètres en direction de la forêt, puis revenant, essayant clairement de communiquer quelque chose d'urgent. L'homme hésita. Cela faisait 3 ans qu'il ne se souciait vraiment de rien d'autre que de sa routine de survie et de deuil. Mais il y avait quelque chose dans le désespoir de l'animal qui toucha une corde longtemps éteinte dans son cœur. Il enfila son manteau le plus épais, prit une lampe torche et suivit le chien dans la tempête. L'animal guidait avec une précision impressionnante, s'arrêtant occasionnellement pour s'assurer que Miguel le suivait encore, ses aboiements coupant le hurlement du vent comme une boussole sonore. Ils marchèrent pendant près de 20 minutes, à travers la neige qui leur arrivait déjà aux genoux, lorsque Miguel vit. Une petite avalanche s'était détachée de la pente raide qui bordait le sentier principal menant à la ville. S'il avait tenté sa promenade nocturne habituelle, comme il le faisait tous les vendredis pour aller chercher des provisions au marché qui restait ouvert tard, il aurait été enseveli. Le chien lui avait sauvé la vie. Là, debout dans la neige, la respiration formant des nuages de vapeur dans l'air glacial, Miguel ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 3 ans. La gratitude d'être en vie. Le chien s'approcha et se blottit contre ses jambes, la chaleur de l'animal pénétrant à travers les couches de vêtements. Ensemble, ils retournèrent à la cabane, et pour la première fois depuis l'accident, Miguel ne ferma pas la porte pour laisser quelqu'un dehors. L'hiver était particulièrement cruel cette année-là. Les réserves de nourriture dans la ville commencèrent à se raréfier lorsque les routes furent bloquées pendant des semaines consécutives. Madame Conception, la dirigeante officieuse de la communauté à 72 ans, organisait des réunions hebdomadaires dans la salle paroissiale pour discuter du rationnement et des stratégies de survie. C'était une femme au visage ridé par le temps, mais dont les yeux brillaient encore d'une détermination de fer. Elle avait perdu son mari dans une avalanche des décennies auparavant, et depuis, elle s'était consacrée à maintenir la communauté unie et en sécurité. C'est lors d'une de ces réunions que la question des animaux errants fut soulevée. Avec des ressources limitées, certains arguaient qu'ils ne pouvaient pas se permettre de nourrir des bouches supplémentaires. D'autres se rappelaient les anciennes traditions de la montagne où les animaux étaient considérés comme des messagers et des protecteurs. Miguel participait rarement à ces réunions, mais ce soir-là, quelque chose le poussa à y assister. C'était peut-être le fait que le chien, auquel il n'avait pas encore donné de nom, était devenu une présence constante dans sa vie. L'animal dormait maintenant sur le tapis devant la cheminée, ses ronflements doux créant une bande son, réconfortante pour les nuits solitaires. Pendant la journée, il accompagnait Miguel dans ses rondes dans la forêt, faisant preuve d'une connaissance instinctive des sentiers qui impressionnait même le garde forestier expérimenté. C'est pendant la réunion que Miguel vit Sophie pour la première fois en 3 ans. Elle était assise au fond de la salle, ses cheveux bruns attachés en un chignon désordonné, ses mains délicates tenant une tasse de thé fumant. Sophie Almeida était l'institutrice de l'école locale et était arrivée à Espoir seulement 6 mois avant l'accident. Ils s'étaient brièvement rencontrés à quelques reprises, échangé des sourires polis et des conversations sur le temps. Mais après la tragédie, Miguel s'était fermé à toute possibilité de connexion humaine. Maintenant, en la voyant, là, quelque chose s'agita en lui. Elle avait changé. Il y avait une force dans sa posture qui n'y était pas auparavant,
comme si les hivers rigoureux de la montagne avaient forgé en elle une résilience qui correspondait à sa bonté naturelle. Lorsque leurs regards se croisèrent à travers la salle bondée, elle offrit un petit sourire qui fut comme un rayon de soleil, traversant des nuages orageux. La réunion se poursuivait avec des discussions animées lorsque la porte de la salle s'ouvrit violemment. Manuel Martin, un des nouveaux habitants qui avait déménagé à Espoir en quête de tranquillité, fit irruption dans la salle, le visage décomposé par la panique. Sa fille, Rose, 8 ans, avait disparu. La fillette était sortie jouer dans la neige près de chez elle après le déjeuner et n'était pas revenue. Avec la tempête qui s'approchait et la nuit tombant rapidement, chaque minute était cruciale. La communauté se mobilisa immédiatement. Des groupes de recherche furent organisés, mais Madame Conception, toujours pragmatique, rappela à tous les protocoles de sécurité. Avec la visibilité réduite et le risque d'avalanche, les recherches devaient être prudentes et limitées aux zones les plus sûres. Miguel sentit le chien s'agiter à ses côtés. L'animal qui avait insisté pour l'accompagner à la réunion et attendait patiemment dehors, griffait maintenant la porte et aboyait avec une urgence qu'il reconnaissait. C'était le même type d'aboiement que la nuit de l'avalanche. Ignorant les regards curieux, Miguel ouvrit la porte. Le chien courut immédiatement quelques mètres en direction de la forêt, s'arrêta, regarda en arrière et aboya à nouveau. Le message était clair. Sophie fut la première à s'approcher. Il y avait de la compréhension dans ses yeux verts lorsqu'elle toucha gentiment le bras de Miguel et dit qu'elle croyait à l'instinct de l'animal. Madame Conception, en revanche, se montra sceptique. Les règles étaient de claires, des recherches organisées, suivant les protocoles établis. Il ne pouvait pas risquer plus de vie en se basant sur le comportement d'un chien errant. La discussion qui suivit fut tendue. Miguel, qui avait passé 3 ans à éviter les confrontations et les interactions sociales, se surprit à défendre véhémentement le chien. Il raconta l'histoire de l'avalanche, comment l'animal montrait une connaissance surnaturelle de la montagne. Sophie le soutint, rappelant à tous les anciennes histoires sur les chiens de montagne qui guidaient les voyageurs perdus vers la sécurité. Mais ce fut Manuel, le père désespéré, qui prit la décision finale. S'agenouillant devant le chien, il supplia les larmes aux yeux que l'animal retrouve sa fille. Le chien lécha le visage de l'homme et courut vers la forêt. Miguel prit son équipement d'urgence et le suivit, Sophie insistant pour les accompagner malgré les protestations. La forêt la nuit, pendant une tempête de neige, était un monde extraterrestre d'ombres dansantes et de sons déformés. Le vent créait des mélodies fantomatiques entre les branches des chênes, et la neige aveuglait même avec les lampes torches puissantes. Mais le chien se déplaçait avec un but inébranlable, son corps noir disparaissant occasionnellement dans l'obscurité pour réapparaître des mètres plus loin, vérifiant toujours si ses suivants humains pouvaient le suivre. Sophie trébucha sur une racine cachée et Miguel l'attrapa instinctivement avant qu'elle ne tombe. Le bref contact, même à travers les épaisses couches de vêtements, envoya un courant électrique à travers son corps. Elle murmura des remerciements, sa voix presque inaudible par-dessus le rugissement du vent, mais ses yeux disaient plus que des mots ne pourraient exprimer. Ils avaient marché pendant près d'1 heure lorsque le chien s'arrêta brusquement. Les aboiements changèrent, devenant plus doux, presque réconfortants. Miguel éclaira la zone avec sa lampe torche et son cœur faillit s'arrêter. Là, partiellement enterré sous un monticule de neige fraîche, se trouvait un petit sac à dos rose. C'était celui de Rose. Le chien était déjà en train de creuser frénétiquement quelques mètres plus loin, ses pattes puissantes jetant de la neige dans toutes les directions. Miguel et Sophie coururent pour aider, leurs mains travaillant désespérément pour enlever la neige. Les doigts de Miguel étaient engourdis, mais il continua à creuser, poussé par une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Et puis, comme un miracle arraché aux griffes de l'hiver, ils la trouvèrent. Rose était inconsciente mais vivante, son petit corps enroulé en position fétale dans une cavité naturelle formée par des rochers. Le chien se coucha immédiatement à côté d'elle, partageant la chaleur de son corps tandis que Miguel vérifiait ses signes vitaux. La fillette était hypothermique mais respirait. Avec des mouvements pratiqués de ses années en tant que garde forestier, Miguel l'enveloppa dans des couvertures thermiques d'urgence
tandis que Sophie utilisait la radio pour demander de l'aide, mais ils étaient trop loin pour attendre les secours. La tempête empirait à chaque minute, et Rose avait besoin de chaleur et de soins médicaux urgents. C'est alors que le chien fit quelque chose d'extraordinaire. Il se leva, renifla l'air, pendant quelques secondes, et commença à mener par un chemin que Miguel ne connaissait pas. La confiance était devenue la seule option. Portant Rose dans ses bras, Sophie éclairant le chemin, Miguel suivit le chien à travers la forêt tempétueuse. L'animal les guidait par des passages qui semblaient impossibles, sous des formations rocheuses qui offraient une protection momentanée contre le vent, à travers des clairières où la neige était moins profonde. C'était comme s'ils connaissaient chaque centimètre de ces montagnes, chaque raccourci secret. Après ce qui sembla une éternité mais ne fut que 30 minutes, ils émergèrent dans une partie de la forêt que Miguel reconnut. Il n'était qu'à 15 minutes de la ville. Le chien avait non seulement trouvé Rose, mais aussi le chemin le plus rapide et le plus sûr pour rentrer. L'arrivée en ville fut un tourbillon d'activités. Rose fut immédiatement emmenée au petit poste médical où le docteur Carvalho travailla sans relâche pour la stabiliser. Le chien, épuisé au-delà de toute mesure, s'évanouit à l'entrée du poste. Ce fut Sophie qui remarqua le sang sur ses pattes, déchiré par la marche brutale à travers la neige et la glace. Pendant que le médecin s'occupait de Rose, elle improvisa des bandages pour l'animal, ses mains douces nettoyant les blessures avec la même attention qu'elle le ferait pour un patient humain. Miguel observait, le cœur serré par des émotions qui luttaient pour trouver une expression. Gratitude, admiration, peur et quelque chose de plus profond qu'il n'osait pas encore nommer. Les heures qui suivirent furent les plus longues de la vie de Miguel depuis cette terrible nuit. Il y a 3 ans, toute la communauté semblait s'être rassemblée au poste médical et sur la petite place devant. Madame Conception organisait du thé chaud et des couvertures pour ceux qui attendaient. Manuel Martin alternait entre remercier Miguel et le chien, les larmes aux yeux et retourner à l'intérieur pour vérifier l'état de sa fille. Ce fut pendant cette veillée que Sophie s'assit à côté de Miguel sur le banc en bois recouvert de neige. Sans rien dire, elle prit sa main gantée. Ce geste, simple, brisa la dernière barrière qu'il avait érigée autour de son cœur. Les larmes qu'il avait réprimées pendant 3 ans trouvèrent enfin leur liberté, gelant sur ses joues avant même d'avoir achevé leur voyage. Sophie ne dit rien. Elle serra simplement sa main plus fort et posa sa tête sur son épaule. Le chien, même blessé et épuisé, rampa jusqu'à eux et posa sa tête sur les genoux de Miguel. Là, dans ce moment de vulnérabilité partagée, quelque chose changea fondamentalement. Les murs que Miguel avait construits ne s'effondrèrent, pas dramatiquement. Ils se dissolvèrent simplement comme de la neige sous le soleil du printemps. Lorsque le docteur Carvalho émergea enfin avec un sourire fatigué mais sincère, annonçant que Rose allait bien, la place explosa de célébration. Mais Miguel entendit à peine. Son monde s'était réduit à la chaleur de la main de Sophie dans la sienne et au poids réconfortant de la tête du chien sur ses genoux. Les jours suivants apportèrent des changements profonds à Espoir. Rose guérit complètement, devenant une présence constante aux côtés du chien qui l'avait sauvé. Elle insistait pour lui rendre visite tous les jours pendant qu'il se remettait de ses blessures, apportant des friandises cachées et lui chuchotant des secrets à l'oreille attentive. La communauté, touchée par l'héroïsme de l'animal, abandonna toute discussion sur la limitation des ressources pour les animaux errants. Au lieu de cela, Madame Conception dirigea la création d'un refuge improvisé où les chiens et les chats sans abri pouvaient trouver de la nourriture et une protection pendant les mois cruels de l'hiver. Le chien de Miguel devint une légende vivante, mais le prix de son héroïsme commençait à se manifester. Les pattes cicatrisaient lentement, mais il y avait autre chose. Le vétérinaire itinérant qui visitait Espoir mensuellement exprima son inquiétude. L'effort extrême de cette nuit avait aggravé une affection cardiaque préexistante. Le chien, que Miguel avait finalement nommé Gardien, avait le cœur dilaté, probablement à la suite d'années de vie dans les conditions difficiles de la montagne. Il fut recommandé un repos absolu, des médicaments quotidiens et la dure vérité que ses jours de course dans la forêt étaient terminés. Miguel reçut la nouvelle avec un nœud à la gorge. Après des années sans se permettre d'aimer,
il avait ouvert son cœur à cet être improbable, et maintenant l'univers menaçait de le lui reprendre aussi. Sophie devint une présence constante pendant cette période. Elle apparaissait après les cours avec des repas maison, insistant sur le fait que Miguel devait bien manger pour prendre soin de Gardien. Ces visites commencèrent par des prétextes pratiques, mais évoluèrent progressivement vers de longues conversations devant la cheminée. Elle raconta son propre voyage jusqu'à Espoir, fuyant une grande ville où elle avait perdu son but au milieu du chaos urbain. Elle parla de ses élèves, de la façon dont les enfants de la montagne avaient un lien avec la nature qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Miguel, à son tour, se retrouva à partager des souvenirs d'Elena et de Pierre-Henri qu'il avait gardés comme des reliques sacrées. Sophie écoutait avec la même attention que Gardien, ses yeux verts reflétant la compréhension sans jugement. Ce fut un de ces après-midi qu'elle apporta un cadeau inattendu. Un album de photos qu'elle avait trouvé à l'école, oublié, dans un tiroir. C'était du festival de printemps d'il y a 3 ans, le dernier avant l'accident. Il y avait des photos d'Elena riant en dansant la bourrée, de Pierre-Henri le visage peint comme un petit guerrier indigène, et même une photo de Miguel souriant, quelque chose qu'il avait oublié comment faire. Sophie tourna la page et là, il était une photo de Gardien, plus jeune mais reconnaissable avec son pelage noir et ses yeux sages. Il était assis à côté d'Elena et de Pierre-Henri, comme s'il faisait déjà partie de la famille. La révélation frappa Miguel comme un éclair. Gardien connaissait sa famille. C'était peut-être pour cela qu'il visitait le cimetière, pour cela qu'il avait sauvé Miguel cette première nuit. Le chien tenait une promesse silencieuse de protéger ce qui restait de la famille, qui lui avait autrefois montré de la bonté. Le festival de la lumière arriva avec son mélange traditionnel d'espoir et de mélancolie. C'était la célébration la plus importante d'espoir, lorsque la communauté se rassemblait pour allumer des feux et des lanternes, éloignant symboliquement les ténèbres de l'hiver et invitant la lumière à revenir dans le monde. Miguel n'y participait plus depuis 3 ans, mais cette année, quelque chose était différent. Gardien, même affaibli, insistait pour sortir chaque fois qu'il entendait les préparatifs en ville. Ses yeux suppliaient, d'une manière que Miguel ne pouvait ignorer. Avec un soin infini, il porta le chien jusqu'à la place centrale où la célébration aurait lieu. Sophie les attendait, vêtue d'un manteau rouge qui la faisait ressembler à une flamme vive contre le paysage enneigé. La cérémonie commença au coucher du soleil. Madame Conception, comme toujours, dirigea les prières traditionnelles demandant la protection de la montagne et la sagesse pour survivre jusqu'au printemps. Les enfants chantèrent des chansons anciennes qui avaient été transmises de génération en génération. Puis vint le moment d'allumer le grand feu central. Selon la tradition, ce privilège était accordé à quelqu'un qui avait fait preuve d'un courage exceptionnel au cours de l'année. Sans surprise, la communauté choisit unanimement Miguel et Gardien. Avec le chien dans ses bras et Sophie à ses côtés, Miguel s'approcha du bûcher. Ses mains tremblaient, mais pas de froid. Lorsque la flamme prit enfin, rugissant pour la vie dans une explosion de chaleur et de lumière, Gardien leva la tête et hurla. Ce fut un son qui traversa la place et résonna dans les montagnes. Un appel ancestral qui semblait réveiller quelque chose de dormant dans la terre elle-même. Ce qui arriva ensuite resterait gravé dans la mémoire collective d'espoir pour toujours. Comme en réponse à l'appel de Gardien, d'autres hurlements commencèrent à résonner des montagnes environnantes. Ce n'étaient pas des hurlements menaçants, mais un chœur harmonieux qui semblait célébrer le moment. Les gens se regardèrent avec émerveillement, tandis que les sons créaient une symphonie naturelle qu'aucune composition humaine ne pourrait reproduire. Même les plus jeunes enfants gardèrent le silence respectueux. Lorsque les hurlements cessèrent enfin, Gardien se détendit dans les bras de Miguel, ses yeux se fermant avec satisfaction. Il avait appelé ses frères de la montagne pour témoigner de ce moment de renaissance, de lumière vainquant les ténèbres, non seulement dans le monde physique, mais dans le cœur de ceux qui étaient présents. La célébration se poursuivit, tard dans la nuit. Mais Miguel remarqua que Gardien était plus calme que d'habitude. Sa respiration était devenue laborieuse, et il y avait une qualité différente dans ses yeux lorsqu'il les ouvrait. C'était comme s'il voyait au-delà du monde physique.
contemplant des paysages auxquels les humains ne pouvaient pas accéder. Sophie le remarqua également, et ensemble, ils ramenèrent Gardien à la cabane. Le chien insista pour s'arrêter au cimetière en chemin, ses pas lents mais déterminés sur la neige. Devant les tombes d'Helena et de Pierre-Henri, il s'assit, une dernière fois, le museau levé vers le ciel étoilé. Miguel s'agenouilla à ses côtés, les larmes coulant librement maintenant. Gardien se retourna et lécha son visage, un geste de réconfort et d'adieu. Les trois retournèrent à la cabane dans un silence sacré. Miguel alluma la cheminée et prépara la place préférée de Gardien sur le tapis. Sophie fit du thé et s'assit avec eux par terre, sa présence un réconfort, silencieux. Gardien se coucha entre eux, sa tête sur les genoux de Miguel et sa queue touchant le genou de Sophie, les connectant dans un cercle d'amour et d'acceptation. Les heures passèrent, marquées seulement par le crépitement du feu et la respiration de plus en plus douce du chien. Miguel raconta des histoires sur leurs aventures ensemble, sur la façon dont Gardien lui avait appris à revivre. Sophie fredonna doucement une berceuse que sa grand-mère avait l'habitude de chanter, sa voix douce se mélangeant au vent de l'extérieur. Lorsque l'horloge sonna minuit, Gardien ouvrit les yeux une dernière fois. En eux, Miguel ne vit pas de tristesse, mais une paix profonde. Le chien leva péniblement sa patte et la posa sur la main de Miguel, un geste final de connexion. Puis, avec un soupir qui semblait porter le poids et la légèreté d'une vie bien vécue, Gardien s'éteignit. Son corps se détendit complètement, mais il y avait un sourire presque perceptible sur son museau, comme s'il avait enfin retrouvé ceux qu'il avait protégés de son vivant, attendant de lui de l'autre côté. Miguel sanglota, en embrassant, le corps encore chaud, et Sophie le prit dans ses bras, les trois unis dans un moment de deuil et de gratitude qui transcendait les mots. Les funérailles de Gardien furent un événement qui unit tout espoir, par décision unanime de la communauté. Il fut enterré dans le cimetière de la colline, près des tombes qu'il avait visitées fidèlement. Madame Conception, brisant les protocoles centenaires, permit qu'un animal soit enterré en terre consacrée, déclarant que Gardien avait fait preuve de plus d'humanité que beaucoup d'humains. La pierre tombale, sculptée par un artisan local, portait l'inscription simple « Gardien, protecteur, ami, lumière dans les ténèbres ». Rose plaça son jouet préféré sur la tombe, disant que Gardien pourrait avoir besoin de quelque chose à protéger au paradis. D'autres habitants apportèrent des fleurs, des bougies et de petits hommages. Même ceux qui avaient été sceptiques quant aux animaux errants assistèrent, touchés par l'histoire de sacrifice et d'amour inconditionnel. Dans Saé, les mois qui suivirent, des changements profonds se produisirent à Espoir. Le programme Gardien de la montagne fut officiellement créé, entraînant des chiens locaux à la recherche et au sauvetage, avec l'aide de spécialistes venus de la capitale. Miguel, sortant de son isolement, devint le coordinateur du programme, son expérience avec Gardien servant de base aux méthodes d'entraînement. Il découvrit un but renouvelé en enseignant aux autres la connexion profonde possible entre les humains et les animaux. Sophie resta à ses côtés, d'abord comme amie, puis comme quelque chose de plus. L'amour entre eux grandit naturellement comme les fleurs de montagne au printemps, résistant et beau dans sa simplicité. La cabane qui avait été un refuge d'isolement se transforma en un foyer. Sophie déménagea progressivement, apportant de la couleur et de la vie aux espaces qui n'avaient connu que des ombres. Ils adoptèrent 2 chiots abandonnés trouvés près de la forêt, les baptisant Helena et Pierre-Henri, en l'honneur des souvenirs qu'ils pouvaient maintenant célébrer au lieu de simplement les déplorer. Les chiens grandirent forts et intelligents, montrant des traits qui rappelaient des gardiens dans leurs manières et leurs instincts protecteurs. La maison résonnait de jappements espiègles et de rires, des sons que Miguel pensait ne plus jamais entendre dans sa vie. 1 an après le départ de Gardien, à l'anniversaire du sauvetage de Rose, quelque chose d'extraordinaire arriva. La fillette, maintenant âgée de 9 ans et pleine de vie, insista pour visiter la tombe de son sauveur. Alors que la famille se réunissait au cimetière, elle pointa du doigt avec excitation l'entrée. Là, assis dans la même position digne que Gardien avait l'habitude d'adopter, se trouvait un chiot, noir comme la nuit, avec une petite tache blanche sur la poitrine en forme d'étoile. Ses yeux portaient la même sagesse ancestrale, la même connaissance qui transcendait le mondain.
Rose courut vers lui, et le chiot la reçut comme s'il la connaissait depuis toujours. Lorsqu'elle le rapporta près de la tombe de Gardien, le petit chien hurla doucement, un son qui fut répondu par le vent dans les arbres, comme si la montagne, elle-même reconnaissait la continuité d'un héritage. Miguel et Sophie adoptèrent le chiot, que Rose insista pour appeler Espoir. Au fur et à mesure qu'il grandissait, il montrait les mêmes capacités extraordinaires que Gardien, le même instinct protecteur et le même lien avec la montagne. C'était comme si l'esprit du vieux chien avait trouvé un moyen de continuer sa veille. Espoir devint le premier diplômé officiel du programme Gardien de la montagne, sauvant 3 vies au cours de sa première année de service. Mais plus que ses compétences de sauvetage, il faisait avancer la leçon la plus importante que Gardien avait enseignée, que l'amour ne connaît pas de frontières entre les espèces, que la loyauté transcende la mort, et qu'il y a toujours de l'espoir, même dans les nuits les plus sombres de l'hiver. Espoir prospéra dans les années qui suivirent. Le programme de sauvetage devint un modèle pour d'autres communautés montagnardes. Des visiteurs venaient de loin pour connaître la ville où un chien avait changé tant de vies. Le cimetière de la colline devint un lieu de pèlerinage informel, où les Téagens apportaient leurs propres animaux pour rendre hommage au gardien original. Miguel écrivit un livre racontant l'histoire, les bénéfices étant reversés au refuge pour animaux. Sophie développa le programme scolaire pour inclure l'éducation sur la relation entre les humains et les animaux, enseignant aux enfants la responsabilité, la compassion et le genre d'amour qui ne demande rien en retour. Un après-midi de printemps, 5 ans après ce premier après-midi au cimetière, Miguel se retrouva de nouveau devant les tombes. Mais cette fois, il n'était pas seul. Sophie était à ses côtés, son ventre arrondi par l'enfant qui allait bientôt rejoindre sa famille. Espoir et ses frères et sœurs adoptifs jouaient respectueusement entre les pierres tombales. Rose, maintenant adolescente, arrangeait des fleurs sur les 3 tombes qu'il visitait régulièrement. Le soleil brillait chaleureusement après le long hiver, et les chênes chuchotèrent d'anciens secrets dans le vent doux. Miguel prit la main de Sophie et sourit, un sourire qui atteignait ses yeux et illuminait son visage d'une manière qui le transformait complètement. Là, dans cet endroit où tout avait commencé par la douleur et la perte, Miguel comprit la vérité fondamentale que Gardien avait tenté d'enseigner depuis le début. L'amour n'est pas diminué par la mort, il est transformé, transmis, multiplié dans chaque acte de bonté et de courage. Elena et Pierre-Henri vivaient non seulement dans ses souvenirs, mais dans chaque vie sauvée par le programme, dans chaque enfant qui apprenait à respecter les animaux, dans chaque moment de connexion entre les espèces. Gardien avait été le catalyseur, mais la vraie magie résidait dans la capacité humaine à rouvrir son cœur après la perte, à choisir l'amour plutôt que la peur, la connexion plutôt que l'isolement. Alors que le soleil se couchait, peignant les montagnes, de doré et de cramoisi, la famille élargie de Miguel commença sa marche de retour vers la maison. Espoir menait le chemin avec la même confiance que son prédécesseur, s'arrêtant occasionnellement pour s'assurer que tous le suivaient. Au moment où ils traversèrent le portail du cimetière, un chœur de hurlements résonna des montagnes. Ce n'était pas triste ou solitaire, mais joyeux, comme si toute la nature célébrait la continuité de la vie et de l'amour. Miguel s'arrêta et leva le visage vers le ciel, laissant le son ancestral pénétrer son âme. Il savait, avec une certitude absolue, que Gardien était là d'une manière ou d'une autre, veillant sur eux depuis les sentiers éternels de la montagne. La vie à Espoir continua avec ses rythmes saisonniers. Les hivers rigoureux continuaient de mettre à l'épreuve la résilience de la communauté, mais ils faisaient maintenant face aux défis unis, sachant qu'ils avaient des gardiens à 4 pattes prêts à les aider. Le refuge prospéra, devenant un centre de réadaptation reconnu régionalement. De jeunes couples s'installèrent en ville, attirés par l'histoire de communauté et de connexion qui était devenue légendaire. L'école de Sophie grandit, nécessitant des assistants pour aider avec le nombre croissant d'élèves. Et au centre de tout cela se trouvait l'héritage d'un chien qui avait refusé de laisser l'amour mourir dans le froid de l'hiver. Miguel se surprenait souvent à raconter l'histoire, de Gardien aux visiteurs, chaque récit révélant de nouvelles couches de sens,
Comment le chien était apparu exactement au moment où il en avait le plus besoin. Comment ses yeux sages semblaient voir à travers ses défenses directement dans son âme blessée. Comment chaque aboiement avait été un appel au retour à la vie. Il parlait de la nuit du sauvetage, de pattes saignantes dans la neige, d'un cœur canin qui avait tout donné pour sauver une enfant. Mais surtout, il parlait de rédemption, de la façon dont parfois le salut arrive sous la forme la plus inattendue, avec 4 pattes et une queue qui remue. Le fils de Miguel et de Sophie est né un matin d'été, ses premiers pleurs se mélangeant aux aboiements joyeux des chiens de la famille. Ils l'ont appelé Gabriel, le messager, en l'honneur de tous les messagers à 4 pattes qui avaient apporté la lumière dans leur vie. Dès le début, le bébé a démontré un lien spécial avec les animaux. Espoir s'est désigné comme son gardien personnel, dormant à côté du berceau et alertant les parents au moindre inconfort de l'enfant. C'était un cycle complet, une nouvelle génération grandissant avec la compréhension innée que l'amour ne connaît pas d'espèce, que la famille se définit par des liens de choix et de dévotion, pas seulement de sang. Des années passèrent. Gabriel grandit fort et gentil, incorporant les meilleures qualités de ses parents et les enseignements silencieux de ses gardiens canins. Rose devint vétérinaire, inspirée par le chien qui avait sauvé sa vie. Le programme Gardien de la montagne s'est étendu